Stéphane, je veux juste te présenter Ariane. Ça va être la coordo pour les Guatémaltèques. Regarde! Fuck avec les coucheuses, là. Des pleurs pis les cheveux de maïs. Ça colle, cette affaire-là, là, ça bloque le drain. Esta es la peor cosa que he olido en toda mi vida. C'est ça de niaiser, vous travaillez? Pas de temps à perdre, moi, là. Au Québec, ça s'appelle Richelieu parce que ça se passe dans la vallée du Richelieu, qui est un secteur dominé par l'activité agricole. Et donc, c'est l'histoire de travailleurs saisonniers qui viennent travailler dans une usine de transformation alimentaire. Évidemment, la connotation est différente en France. Donc, Dissidente, pour moi, c'est un titre que j'aime beaucoup aussi, qui est tout à fait, qui colle au sujet parce que c'est l'histoire d'un personnage qui est une traductrice qui va qui va se rendre compte essentiellement qu'elle fait partie d'un système et qu'elle est à la fois complice et victime de ce système-là et elle va décider de se rebeller contre le système. Donc, c'est la dissidente du film. Je vais juste poser la question. C'est quoi, là? T'es rendu représentante syndicale? Je leur dis quoi, moi? Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? Tu le sais, ça boit comme des trous, ça dérange les voisins. Si Ricard apprend ça, là, moi, je suis mort. Oh, mais c'est pas illégal de les surveiller? Pardon? Ils ont payé pour leur loyer, ils sont chez eux, non? As-tu vraiment le droit de faire ça? Je veux plus que tu te mêles de ça, c'est clair? Je vais juste poser la question. Ariane, je niaise pas, là. Le point de départ, c'était d'essayer de faire un documentaire parce qu'en 2013, justement, j'avais lu des rapports de groupes de défense des travailleurs qui nous disaient qu'il y avait des situations d'abus et d'exploitation, mais personne d'autre en parlait, pas de documentaire, pas d'enquête journalistique là-dessus. Donc, j'ai essayé de faire un documentaire, puis là, je me suis rendu compte pourquoi. C'est que personne qui subit de l'exploitation a envie d'en parler, particulièrement à travers ce programme-là, parce que les risques de représailles sont très élevés. Donc, de passer par la fiction, c'était non seulement naturel, mais nécessaire, parce que personne ne voulait me parler à visage découvert. C'était la seule façon de dire la vérité, d'une certaine façon. J'avoue que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, je me posais des questions si j'y arriverais un jour, parce que c'est un sujet qui est tellement dense. C'est aussi un sujet qui est tabou chez nous, qui sort à un moment où on en parle beaucoup dans l'espace public, mais quand j'ai commencé, c'était très subversif. C'est lui qui a eu l'idée des latinos. C'est à cause de lui si on a de la job. Ça peut pas aller plus vite que ça, là. Les gars sont crevés. J'appelle l'agence, là, puis ils m'en chipent d'autres. Ça, c'est toujours difficile à comprendre pourquoi les gens reviennent, mais c'est que la situation au Guatemala, c'est la misère totale. C'est un pays qui a subi une dictature militaire. C'est un pays que toutes les ressources sont possédées par des puissances étrangères, essentiellement les États-Unis. Donc, si tu travailles dans les champs, si tu es paysan et tu as appris à travailler dans les champs, bien, au Guatemala, tu vas travailler pour une grande plantation américaine, puis tu vas te rémunérer des centimes de l'heure. Donc, c'est pas un modèle qui est vivable. Donc, les gens préfèrent quand même venir au Canada où ils peuvent se tirer entre 10 et 20 000 euros pour leur saison, ce qu'on pense qui n'est pas si mal. Mais le coût de la vie est très cher au Guatemala, donc ça descend très vite. Mais c'est qu'ils n'ont absolument aucune autre porte de sortie de la misère. Es que al final del año la fábrica nos tiene que dar una tarjeta para que le diga al gobierno de Canadá pues, que somos confiables, ¿no? Cabal. Si no tenés esa tarjeta, no puedes aplicar el programa al año siguiente. ¿Verdad? ¿De veras? ¿Están seguros? Señor, es mi séptimo año que vengo. Como nos sale bien caro venir, pues hay que volver, si no, pues no es rentable, ¿verdad? No vale la pena. Partout où je vais en festival présenter le film, les gens me disent « c'est comme chez nous ». Peut-être le seul truc qui est vraiment spécifique au Canada, puis sans doute il y a certains cas de figure où ça existe aussi, c'est que nous, chez nous, c'est le programme des travailleurs étrangers temporaires. C'est institutionnalisé dans le gouvernement l'exploitation des travailleurs étrangers. Alors que dans bien des cas, comme en Europe, c'est souvent des sans-papiers qui se font un peu prendre par des passeurs, travaillent au noir, etc. Donc ça, c'est peut-être un peu particulier au Canada, mais il y a de la migration partout sur Terre et il y a des gens qui exploitent partout aussi. ¿Y este dinero? Solo es una pequeña deuda, señor. Señora, no es asunto suyo. ¿Una deuda de qué? Bueno, lo que pasa es que Julio me refirió al programa. Así que es totalmente normal que yo le tenga que pagar la vuelta, pues. ¿Y cuánto le das? 40. 40% ¿De tu salario? Pues sí. Le système fait en sorte que si on connaît la loi, on peut naviguer puis on peut s'en tirer. Donc, de pointer le doigt sur un individu, ça aurait été très, très, très réducteur. Donc, c'est plus intéressant de montrer que le système capitaliste fait que tout le monde, comme je disais, est à la fois complice et victime de la situation. Tu sais, avec Christine, hein? T'avais pas averti. On dit ce que tu m'as montré.
Ça, c'est une procuration légale. À partir de maintenant, si vous voulez parler à Manuel, ben c'est par moi que ça passe. Non, non, Carlis, t'es rendu avocate, là? Moi, ce qui m'intéressait dans le personnage de la traductrice, c'est que c'était un regard vraiment mitoyen qui permettait à la fois de voir le côté des travailleurs et le côté du patronat. On a vu plein de films de relations de travail comme ça, où c'est vraiment du côté des ouvriers ou du côté des patrons. On a rarement vu un film où on suit quelqu'un qui est dans une position mitoyenne. Puis ça, je trouvais ça porteur sur le plan narratif. Je trouvais ça original. Donc, premièrement, puis après, ça reflète un peu les gens que j'ai croisés dans le cadre de ma recherche, des gens qui sont prêts à faire des sacrifices pour aider les autres. Puis je pense que c'est ça, la lueur d'espoir dans ce que je raconte dans mon film, c'est que malgré le système qui broie les hommes, bien, il y a des individus, il y a des humains qui se rendent compte, puis il y a des humains qui sont prêts à se sacrifier aussi par empathie pour les autres. Venez vous asseoir ici. Dépêchez-vous. On va lui mettre un tube dans la gorge pour aller voir l'estomac. Ça va être important qu'il reste calme. Il faut qu'il collabore. Il faut pas qu'il se débatte. Non, mais attendez, vous allez pas l'endormir? Il a perdu trop de sang. S'il perd connaissance, on pourrait le perdre. Parlez-lui, il faut le garder conscient. Manuel, mira, todo está bien, ok, te van a cuidar. Y ahora van a poner un tubo en tu garganta. Es muy importante que mantengas la calma, ok? La scène de l'hôpital, ça a été un peu le point de départ de toute la démarche. C'était un immense défi technique parce que dès le moment du scénario, je savais que je voulais le faire en plan séquence. Les regards plus attentifs vont se rendre compte qu'il y a des coupes invisibles dans ce plan séquence-là parce qu'on a un personnage qui a tout un appareillage de trucage de faux sang. C'était extrêmement compliqué. Mais pour moi, c'était le climax émotionnel du film. Puis c'était un peu un point c'est un point de rupture dans le récit où on se permet presque de basculer dans l'horreur. C'est quelque chose qu'on ne voit pas venir, je pense. Personne ne s'attend à ce qu'on s'en aille dans ce type d'horreur viscérale-là dans le film, alors qu'on pense qu'on est dans une espèce de drame social assez mollo. Donc moi, de créer un effet de choc comme ça, c'était vraiment un objectif, à la fois pour exprimer la violence de l'exploitation, et pour faire vivre quelque chose de très intense aux spectateurs. Stéphane! Lui, là, celle-là, puis c'est quelle, là? C'est lui, je pense. Les deux, là, tu mets ça, OK? C'est quoi qui se passe, là? Dis-leur qu'il se rhabille. Qu'est-ce passant? Vístanse, no sé lo que pasa. Ouais, Jean-Pierre, il va falloir un transport vers l'aéroport. ¿Qué hacen? No sé. Le plan initial, c'est de faire une scène, un plan. À chaque fois. On coupe jamais à chaque fois qu'on est dans une scène. Il y a quelques moments, notamment, il y a une scène, là, ils sont autour du feu, puis c'est plus dialogué, c'est plus chant contre chant. Mais sinon, probablement 75 à 80 du film, chaque scène est un plan séquence. Puis les gens ont tendance à ne pas le remarquer. Il faut que je le souligne parce que je pense que c'est parce que le scénario prend beaucoup de place. T'sais, on est investi dans l'histoire et on ne regarde pas nécessairement la forme. Mais les gens, quand ils font une deuxième écoute, là, ils se mettent à porter attention sur la complexité de tous les plans séquences, puis là, ils découvrent autre chose. Tu te rends compte que t'es encore en train de me faire perdre un gars, là? Il va falloir que je le paye en plus. Arrête de les renvoyer. Ah, si, Ariane, arrête de me parler comme ça! OK, moi, je peux plus, là. Tu peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Ariane, je la connais depuis 2015-2016. Elle avait auditionné pour un de mes courts-métrages. Elle avait un tout petit rôle là-dedans, mais elle avait cassé la baraque, comme on dit. Elle était vraiment extraordinaire, au point tel où j'ai rajouté plus de répliques parce que je la trouvais vraiment formidable. C'est une comédienne qui a beaucoup de talent, mais qui n'a pas eu beaucoup d'opportunités au Québec parce que c'est très difficile de travailler en télé ou en cinéma au Québec si tu ne fais pas partie de la majorité, si tu es issu de la diversité. Donc pour moi, rapidement, le personnage est devenu Ariane parce que je voulais que ce soit elle qui l'interprète, d'autant plus qu'elle est réellement mi-guatémaltèque dans la vie. Et je tenais à ce que les bailleurs de fonds, quand ils lisent le scénario, ils l'imaginent elle d'abord parce que tu fais un premier long métrage, tu demandes quelques millions, puis c'est quelqu'un qui est pratiquement inconnu au cinéma. Il faut vendre la salade, donc de l'intégrer d'elle dans le scénario, c'était ma stratégie pour convaincre. Chut, s'il vous plaît, tout le monde vous regarde. Tu peux pas être complice, là? Donne-moi ta passe. Donne-moi ta passe. T'es laissé à cette chance-là. Non, mais je sais que tu peux pas me clairer de même. Je te claire pas, c'est toi qui démissionnes. Tu dis que t'es plus capable, fait que donne-moi ta passe. Stéphane, on va se calmer, on se parle doucement. Ta gueule, Michel.
Ça fait 20 ans depuis Crazy, donc il a vieilli. Mais il est connu avec cette apparence physique-là, le crâne rasé, depuis quelques années au Québec. Pour moi, c'était un peu un anticaste parce que Marc-André Grondin au Québec, c'est la star. Puis c'est aussi quelqu'un qui est souvent casté dans des rôles de héros, de lead, rarement dans des antagonistes et surtout rarement dans des rôles aussi cruels. Puis moi, c'était une façon un peu de déjouer les attentes du public, surtout pour le public québécois qui le reconnaisse tout de suite. Parce que je voulais pas qu'on déteste d'emblée le patron. Je voulais même qu'au début, qu'on le trouve peut-être sympathique, puis qu'on puisse avoir de l'empathie pour lui aussi. Parce que lui-même, comme il fait partie, il est à la fois victime du système, tu sais. Donc ça permettait d'avoir de l'empathie. Tu peux pas demander à un de tes temporaires québécois là, de le remplacer? Il n'y en a pas de câble qui pèle à 10 piastres de l'heure. Et là, c'est ma tête qui se bio. Qu'est-ce qu'il faut, OK? Lui, il a travaillé aussi beaucoup sur la vulnérabilité parce que sur scénario, mon patron, mon Stéphane, il était quand même un peu manichéen par moment. Puis on en discutait sur scénario, nous assurer qu'il soit le plus nuancé possible. Puis lui a fait un travail physique, le boitement. Pas très impressionné par les résultats du dernier trimestre. C'était un avertissement. Il faut un peu. Par exemple, la scène avec le patron français, justement, quand il balance le téléphone. Sur scénario, je pense qu'il balançait le téléphone puis il partait en claquant la porte. Mais c'est Marc-André qui a eu l'idée de plutôt se rasseoir puis de s'excuser devant tout le monde. Juste des petites nuances comme ça qui fait que voilà, le personnage de Stéphane n'est pas un monstre sur toute la ligne. Pourquoi ils disent pas non des fois? Ils ont peur. On leur dit qu'on peut y renvoyer n'importe quand. Mais donc, ce truc-là... Pourquoi il y a des caméras tout d'un coup? J'ai été 35 ans des ressources humaines, j'ai jamais vu ça. Oui, mais c'est pas illégal de les surveiller? Je peux te mêler de ça, c'est clair? Que s'ils font une enquête, on va tout prendre notre job. Comment vous la croyez? C'est votre parole contre la sienne, M. Cormoyer. Je dois donner le crédit à mes coproducteurs français, TS Productions, particulièrement Milena, parce que ma fin originale était très différente, c'était beaucoup plus pessimiste, c'était très dardénien comme fin, ça s'arrêtait un peu subitement. Puis Milena a beaucoup interrogé cette fin-là, puis moi-même, je sentais qu'on pouvait aller un peu plus loin. Puis c'était important aussi pour moi que le personnage de Manuel, qui est une victime dans le film, qui est assez passif, c'est vraiment Ariane qui agit. Je voulais lui permettre d'agir dans le film en posant un geste qui soit à la fois réaliste, c'est-à-dire qu'il ne pourra jamais rembourser Ariane pour tout ce qu'elle a fait pour lui, évidemment, mais qui soit aussi significatif, parce que pour Ariane, ça a vraiment un immense poids, ce qu'il lui dit. Ariana, Ariana, Ariana. Salud. Está bien tu espalda. Sí, muchas gracias. No quiero perder días de trabajo. C'est sûr que le scénario a changé beaucoup. Les premières versions, c'était beaucoup plus long. Mais je suis extrêmement fier du résultat, ça c'est sûr. Puis mon intention de base, qui était de révéler la vérité, mais d'enchasser ça dans un film qui soit émouvant et prenant, bien ça, je pense que je suis satisfait du résultat. Tu peux-tu penser à toi avant les autres? Tu peux pas être complice de ça, là. C'est dégueulasse la façon dont t'es traite. Je te dis, Ariane, là, si tu veux jouer à ça, tu gagneras pas. Stéphane Brisé, pour sûr, la trilogie, ça a été une influence, un point de référence pendant le tournage, même pour le look. Les Dardennes, moi, c'est vraiment peut-être les premiers cinéastes internationaux qui m'ont donné envie de faire du cinéma. Ça se voit peut-être un peu moins, mais Kiarostami aussi, l'empathie du regard, c'est quelque chose qui est très présent, qui se voyait plus dans mes courts-métrages. Mais j'ai vraiment bossé beaucoup sur Kiarostami, donc je pense que c'est quelque chose qui est un peu dans mon ADN, sans que ce soit nécessairement toujours explicite.